Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous commençons la table ronde recruter efficacement dans l'industrie mode d'emploi. Tout un programme, effectivement, depuis 48 heures dans les allées de Global Industries. Ça parle beaucoup de recrutement et Dieu sait que certains sont un petit peu embêtés sur le sujet. Je vais laisser donc nos intervenants se présenter, puis après on attaquera le vif du sujet. La règle du jeu, c'est de ne pas nous interrompre. En revanche, les 10 dernières minutes seront consacrées à un échange avec la table et les intervenants. Je vous demande de vous présenter. Très bien, bonjour à tous. Je m'appelle Maxime Alves, je travaille aujourd'hui pour le cabinet de recrutement Robert Walters. Depuis 4 ans sur les métiers spécialisés justement dans l'industrie, donc autour de l'ingénierie et des opérations, sur une population de cadres en général. Je suis de formation ingénieur à la base. J'ai fait la première partie de ma carrière dans le nucléaire et j'ai atterri du coup dans le recrutement dans l'industrie depuis maintenant 4 ans. Bonjour, je suis Cécile Dexon, je suis DRH. Je suis dans la fonction RH depuis 30 ans maintenant. Aujourd'hui, j'opère dans un petit groupe industriel grenoblois qui fabrique des grenailles. Donc c'est de l'aciérie, un métier un petit peu difficile. Et nous opérons aujourd'hui dans le monde entier au travers de 10 usines. Et nous employons 1000 collaborateurs en tout. Bonjour, je m'appelle Benoît Méniel, je suis directeur en innovation produit chez Alstom. Alstom, dans le ferroviaire, on est à peu près 75 000 collaborateurs dans le monde. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans au Canada, où je m'occupais d'une structure beaucoup plus petite, de 80 personnes, avec des enjeux très différents, nécessairement avec un marché de l'emploi très dynamique aussi, avec pas mal d'enjeux de recrutement également. Et donc, je suis de retour en France et je retrouve pas mal d'analogies et de difficultés dans les phases de recrutement. Yves Noireau, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette de consultant, j'accompagne des sociétés de toute taille, ou en conseil ou en coaching. Et puis, je suis directeur général d'une fonderie, les fonderies de Souglan. Alors, j'ai la chance et l'honneur de diriger une fonderie qui a eu 479 ans le 5 avril. Nous sommes à la fois entreprise du patrimoine vivant et vitrine industrie du futur. C'est-à-dire qu'on a une jambe dans l'innovation, la R&D, et une jambe dans le savoir-faire ancestral. Je suis très impliqué au niveau de la French Fab, je suis ambassadeur, et très impliqué dans la communauté du Coq Vert, je suis éclaireur au sein de la communauté du Coq Vert. Je suis le dernier, donc Marc Rumeau, je suis ingénieur arts et métiers et président d'Ingénieurs et Scientifiques de France, qui est l'association qui fédère l'ensemble des associations d'alumni, c'est-à-dire pas moins de 1 200 000 personnes. Nous fédérons aussi des associations professionnelles, des institutionnelles. Notre combat, puisqu'aujourd'hui et sur ce salon on le vit presque sur tous les stands, c'est de fabriquer plus d'ingénieurs pour pouvoir répondre à la demande. Et je pense qu'on aura l'occasion de partager un certain nombre de choses sur le sujet, et en particulier ce qui nous revient de l'enquête annuelle que nous faisons chaque année et qui nous donne une photo d'à peu près 50 000 répondants. Donc c'est une photo assez précise de ce qu'est la situation qui se dégrade. Alors justement, autour de la table, donc vous l'aurez compris, nous avons deux personnes qui peuvent nous apporter des données chiffrées. Et puis 3 témoignages de gens qui peut-être souffrent de recrutement. Ça, on va le découvrir. J'ai envie de commencer avec vous, Maxime, pour voir un petit peu autour de l'étude que vous avez réalisée chez Robert Walters, autour des grandes tendances du marché et des difficultés avérées en termes de problèmes de recrutement. Oui, l'idée était effectivement pour moi de venir au-delà du quotidien de recruteurs avec des chiffres qui sont issus en fait de plusieurs études qu'on a l'habitude de mener, notamment notre étude de rémunération qu'on produit annuellement et dont les chiffres sont les plus récents puisque c'était en fin 2021. Donc on va surtout s'appuyer là-dessus. Le reste des études est évidemment consultable
sur nos réseaux ou sur notre site internet, c'est des chiffres qui évidemment prennent en compte la population avec laquelle on travaille, mais qui dégagent des tendances qui sont largement applicables de l'opérateur jusqu'au cadre manager de toute façon dans l'industrie. Aujourd'hui, le marché de l'emploi, quelques chiffres, c'est un peu loin pour moi, je vais me retourner. On est effectivement après la période difficile de 2020 sur plus 30% d'offres d'emploi. Sur les 2 années, ce qui est surtout flagrant, c'est qu'entre les 2 premiers trimestres, donc de 2021 et de 2022, on est à plus 56% d'offres d'emploi, ce qui fait une grosse hausse évidemment du volume. Et j'ai voulu mettre ici le taux d'intermédiation aussi, qui en France est aujourd'hui à son niveau record de 42%. Il était à 30% en 2008, donc en une quinzaine d'années, il y a eu plus de 10 points qui ont été pris. Le taux d'intermédiation, c'est le nombre de process de recrutement qui sont menés via un intermédiaire, donc un cabinet, un indépendant ou une agence d'intérim. Sachant que culturellement, pour vous donner une idée, au Royaume-Uni, on est à 70%. Et en Allemagne, vous avez un chiffre par hasard? Je ne l'ai pas. Désolé. Ne posez pas la question. Voilà, pour planter un peu le décor. Après, effectivement, il y a des éléments qui décrivent la tension dans laquelle on vit. Commençons par les chiffres qui sont plutôt sur la droite. Aujourd'hui, il y a plus de 3 entreprises sur 4 qui nous ont déclaré être préoccupées par la pénurie de compétences et de talents. Bon, c'est effectivement assez éloquent. Presque toutes les entreprises sont préoccupées quant à la rétention de leurs collaborateurs. Effectivement, c'est en lien avec un marché en tension et plus d'une sur 2. Et ça crée de la tension, sont capables maintenant d'aller chercher des collaborateurs hors de leur cercle géographique grâce au télétravail. Donc tous ces 3 chiffres montrent qu'effectivement il y a une grande tension. Je voulais aussi mettre en face le fait qu'aujourd'hui 2 cadres sur 3 déclarent changer d'emploi, penser en tout cas à changer d'emploi dans les 2 prochaines années. Ça va concourir à la tension. Ça veut aussi dire, et c'est une note un petit peu plus optimiste, qu'il va y avoir des gens disponibles, qu'il va y avoir un marché à rebrasser. Tout l'enjeu, ce sera de les capter et on en parlera un petit peu plus tard. Où on en est aujourd'hui en France, pareil, tous ces chiffres-là viennent de nos études. Le premier point, et ça change franchement, aujourd'hui la rémunération est redevenue le critère numéro 1 pour les cadres dans les critères de satisfaction. 44% d'entre eux s'attendent à une augmentation significative en 2022. Je vous laisserai leur demander ce que ça veut dire significative. Mais néanmoins, c'est redevenu un critère très important pour eux. L'autre aspect, c'est effectivement sur la partie valeur et engagement. Un tiers ont rompu leur période d'essai. Donc ils ne sont même pas allés voir plus loin parce qu'ils étaient en désaccord avec les valeurs de l'entreprise. Et plus d'1 sur 2 déclarent qu'ils ne se présenteraient pas le premier jour malgré qu'ils aient signé s'ils découvraient qu'il y avait vraiment un écart entre leurs valeurs et celles de l'entreprise. Et le dernier point, c'est le cadre de travail. 6 sur 10 ont déjà quitté leur entreprise suite à un désaccord avec les méthodes de management. 82% des cadres considèrent la souplesse des horaires comme l'un des principaux moteurs de satisfaction. Ces 2 questions, en fait, on les retrouve, vous en témoignerez peut-être, mais très vite dans les entretiens d'embauche. C'est peut-être pas la première question, mais dans le top 5, est-ce qu'il y a du télétravail? Comment je vais être managé? Quel est le style de management? Voilà, c'est une vraie réalité. Le dernier chiffre, c'est que presque un cadre sur 2 déclare être prêt à déménager grâce au télétravail pour occuper son poste. Donc c'est vraiment le nouveau marché qu'on connaît aujourd'hui. Il est vraiment articulé autour de tous ces points-là. Je voulais aussi faire un zoom, parce que ça en fait partie sur le marché d'aujourd'hui, sur le processus d'intégration. Processus d'intégration, c'est une fois que la promesse d'embauche est signée, petit chiffre préalable, les candidats, et c'est aussi un conseil de recruteur, mais les candidats aujourd'hui considèrent qu'entre 3 et 4 entretiens dans un process, c'est bien, ça permet d'avoir la bonne visibilité, le bon nombre d'interlocuteurs. Au-delà, ça devient long, ça devient lourd, et on prend des risques pour effectivement conclure le process. Pareil, des chiffres à nouveau, 43% des cadres qui jugent le processus d'intégration dans l'entreprise décevant, inexistant ou décevant, presque 8 sur 10 qui disent avoir ressenti un défaut de formation à leur arrivée, et plus d'1 tiers qui disent qu'ils ne se présenteraient pas le jour de leur premier jour de travail s'ils n'avaient pas de lien entre le moment où ils ont signé et le moment où ils arrivent. Et ça, il y aura aussi des témoignages, j'imagine, là-dessus. C'est assez terrible parce que en fait, la période de préavis,
Les gens sont encore sur le marché, finalement, peuvent se faire chasser. Et si on n'est pas capable de garder ce lien-là, on les perd. Clairement, on les perd. On continue pour faire un zoom sur le marché de l'industrie. C'est pas tant pour les chiffres qui sont là, c'est plutôt pour les tendances. Les tendances sur la rémunération, donc des chiffres évidemment issus de notre étude. La rémunération progresse. Alors, il ne faut pas prendre cette information comme une information brute, parce qu'elle est à mettre aussi en perspective. On parlait tout à l'heure de valeur, on parlait tout à l'heure de conditions de travail. Mais effectivement, quand on voit que le critère numéro 1 qui est ressorti de notre étude, c'est la rémunération, c'est un fait, on est sur un marché de candidats, on est sur une guerre des talents, et c'est 2 éléments qui font que la rémunération, elle tend à augmenter. Donc après, comment on l'augmente? En face de quoi on l'augmente? Avec un package, avec des avantages sur les conditions d'emploi, etc., sur les projections dans l'entreprise. Mais ce que je voulais mettre comme focus là, c'est que les rémunérations, on l'a constaté, sur la base des candidats qu'on rencontre évidemment, hein, et des recrutements qu'on mène, a tendance à augmenter. Et puis cette dernière slide, avant de laisser la parole, pourquoi on est sur un marché tendu? En fait, c'est un cercle vicieux. C'est qu'aujourd'hui, le marché il est tendu, c'est vrai. On peut partir de ce postulat-là. Le marché il est tendu, donc on va chasser chez des concurrents, ou peu importe d'ailleurs, ou en tout cas, on va chasser des compétences ailleurs, ce qui fait que l'entreprise perd de l'expertise, perd du savoir. Alerte, on a perdu l'expertise, il faut recruter. Il faut recruter quelqu'un qui fait exactement la même chose, qui va le faire absolument tout de suite, et qui doit être opérationnel à la minute. Et du coup, on revient sur un marché tendu, parce que ces personnes, elles n'existent plus. Donc il faut les chasser. Donc la personne chez qui on les chasse, pareil, elle est en défaut de compétences. Et on fonctionne comme ça un peu en vase clos, parce qu'on est un peu court-termiste, parce qu'on veut absolument se rassurer avec des compétences très précises quand on perd quelqu'un. Et on a un peu du mal à en sortir, à vrai dire. Voilà. Et du coup, pour conclure, et on se basera là-dessus d'ailleurs pour rebondir dans ma seconde prise de parole, les métiers qui sont en tension, c'est les métiers d'expertise technique, d'expertise métier. On a des sujets très compliqués sur de l'automatisme, sur de l'informatique industrielle, sur de la R&D très poussée avec des compétences vraiment, vraiment particulières, ou des managers dits spécialisés, un manager qui a fait toute sa carrière dans la chimie fine ou qui a fait toute sa carrière dans la production de compounds plastiques. Une fois qu'on en a vu 1, 2, 3 à 4, on peut pas aller les créer. Ce sera peut-être l'enjeu effectivement des écoles d'ingé, et je sais que la mienne, j'espère y travaille en tout cas. Mais voilà, pour les métiers en tension, je voulais faire ce zoom là aussi avant de poser le micro. Alors, merci Maxime pour cet éclairage. Et dites-moi, Marc Rumeau, à l'IESF, est-ce que vous avez les mêmes chiffres, ou est-ce que... Parce que bon, vous passez à la moulinette à peu près 50 000 personnes qui aiment bien répondre à une très très longue étude. Généralement, il faut 30-40 minutes pour y répondre. Ouais, mais ça se mérite. Chiffres, c'est les mêmes choses ou pas du tout? Alors, les tendances sont là, les constats sont là, mais nous, notre étude, elle va beaucoup plus loin que l'étude de monsieur. D'abord parce que c'est une étude sur un panel qui est beaucoup plus large et qui va, j'allais dire, de 0 à 80 ans, hein, c'est-à-dire de T0 sortie d'école jusqu'à T65, on va dire comme ça, aujourd'hui. Ça, c'est la première chose, sur toute une panoplie de métiers, toute une panoplie de secteurs et toute une panoplie de géographie, puisqu'on touche aussi 15% des répondants travaillent à l'international. C'est une composante intéressante à noter dans un pays qui est soi-disant pas très ouvert. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne peux qu'adhérer à ce que dit monsieur, nous sommes dans un marché tendu. Et ce marché, il va se tendre pour deux raisons complémentaires. La première, c'est que le produit en amont va se raréfier, puisque nous le voyons arriver au niveau des écoles d'ingénieurs. On va bientôt manquer de candidats pour les concours. Ça, c'est la première chose. Entre autres, réforme calamiteuse du bac qui a supprimé, entre guillemets, les maths, par effet ricochet, les sciences de l'ingénieur, et qui fait que, en particulier, les jeunes filles ont disparu. Ce qui est un drame absolu, puisque nous venons de faire 15 ans de marche arrière. Je donne quand même des chiffres, malgré tous les efforts qui ont été faits, y compris d'ailleurs parfois pas très bien faits par des pseudo-féministes, on arrive péniblement à 27-28% de femmes dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, et en gros 23-24% dans l'industrie. Donc il reste encore de la marge. Ça, c'est le constat. Ce qui me frappe, pour ne pas dire me désole, c'est que dans des industries dites propres,
dite intellectuelle, où on ne peut pas opposer ma fille, tu ne vas pas aller dans un atelier plein d'hommes sales et dans le cambouis. Je parle du digital en particulier, ou des Du nouvelles copeau. technologies, voilà, Oui. ou du copeau. Eh bien, même là, on arrive péniblement à 25%. Donc il y a un vrai problème de fond, il y a des problèmes, il y a des questions, et c'est ce qu'on essaye de poser, et nous faisons évoluer notre questionnaire d'année en année pour essayer de comprendre, non seulement pour les filles, mais pour les jeunes, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous mettez quand vous nous parlez de sens, qu'est-ce que vous mettez quand vous parlez d'éthique. Alors à ce propos, l'association que j'ai le plaisir de diriger vient de sortir une charte d'éthique que je vous engage tous à consulter sur notre site et qui parle un peu de ces problèmes-là, pas qu'un peu d'ailleurs, des valeurs, et qui nous ramène dans la réalité ou certaines réalités d'entreprise. Nous allons l'année prochaine, c'est un scoop, traiter des problèmes de violences sexuelles et sexistes sur le lieu de travail. Il faut arrêter de se voiler la face. C'est une réalité, y compris d'ailleurs dans les écoles. Je vous renvoie à certains échos qui sont parus récemment dans la presse. Moi, ce que je veux retenir quand je viens ici à Global Industries, c'est pour garder le contact avec le terrain. Puis je suis un homme d'entreprise, j'ai été dirigeant d'entreprise pendant très longtemps, et je le reste, et j'essaye de passer la passion. Mais quand je vais sur le stand de Schneider, Total Energy, on prend des gros, et puis des plus petits, ils ont tous le même problème. Où est-ce qu'ils sont passés les ingénieurs pour qu'on a besoin de recruter? Et le dernier point, pour faire écho à ce qu'a dit M. Walter, c'est que il faut comprendre qu'il y a eu une accélération de technologie et que dans nos écoles, ils ont loupé un peu le virage. Et qu'on a un vrai problème qui est former le formateur. Or, quand on veut faire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres choses qu'on ne maîtrise pas bien aujourd'hui, si en amont on n'a pas les profs, le problème il est là. Et alors les profs aussi, c'est une voie, prof technique et de sciences de l'ingénieur, c'est une profession qui est en danger. J'étais la semaine dernière à Nice au congrès de l'UPSTI, Union des profs de sciences et technologies de l'ingénieur. Ils sont très inquiets. D'une part parce que le cheptel entre guillemets d'étudiants se rétrécit. C'est la première fois que j'entends un prof de classe prépa me dire on n'a pas pu remplir la classe prépa. Alors qu'avant on mettait des listes d'attente. De la même manière, c'est la première fois que j'entends il y a moins de candidats au CAPES dans certaines matières, sciences de l'ingénieur et les maths en particulier, que de places offertes. Donc si vous ajoutez tous ces déficits, et malgré les virages sur l'aile qui ont été faits par le ministre Blanquer récemment, il va nous falloir plusieurs années pour remonter le courant. Alors justement, remonter le courant, ça c'est... On a choisi sur cette table ronde 3 personnes qui vivent le quotidien. Et n'oublions pas quand même le titre de la table ronde, c'est recruter efficacement dans l'industrie. Quelles sont vos bonnes pratiques à vous pour essayer tout simplement de vivre et de faire vivre votre boutique? Je laisse la parole à M. Méniel peut-être. Oui, je peux me lancer. Donc effectivement, moi je suis issu de l'industrie. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans l'industrie avec au démarrage de mon activité peu de problèmes de recrutement puisque c'était plutôt je sortais de l'école et j'avais du mal à trouver un emploi. Aujourd'hui, on est dans une situation complètement inverse avec une industrie qui a peut-être un déficit aussi d'image comparé à d'autres secteurs d'activité. Peut-être que il y a des problèmes effectivement au niveau de l'enseignement, mais il y a aussi peut-être un déficit d'image au niveau de l'industrie qui n'arrive pas à faire venir des jeunes qui sont plutôt, qui s'intéressent peut-être aux jeux vidéo, à la finance, au commerce. Je prends l'exemple de mon fils en particulier, qui est un peu comme ça, qui a du mal à avoir cette vision-là industrielle. Ça lui parle pas trop. Pourtant, j'ai essayé de lui inculquer. Et donc voilà, on a tous ces problèmes-là. Ce qu'on essaye de faire, moi j'ai été confronté à beaucoup de situations de recrutement où je recherchais du monde. Pourquoi? Parce qu'on était en croissance, parce qu'il y a du turnover au Canada en particulier. Après, les techniques, je pense qu'elles sont assez communes pour tout le monde, mais il faut vraiment s'investir, il faut affirmer sa marque employeur. Ça, je pense que c'est très important. On a peut-être du mal à le faire dans l'industrie par rapport à d'autres secteurs d'activité. Il faut vraiment affirmer cette marque employeur pour faire venir et pour avoir une certaine pas légitimité, mais pour que nos jeunes voient l'intérêt d'aller vers l'industrie.
Il y a un point aussi important, c'est l'investissement que vont mettre les managers opérationnels en binôme avec les recruteurs dans un processus de recrutement. Parce que je pense que c'est important pour un candidat et ça peut être très différenciant si très rapidement il voit les personnes avec qui il travaillait, il a de la visibilité sur ce qu'on lui propose, parce qu'au quotidien il va devoir interfacer avec ces gens-là. Il faut aimer les gens avec qui on travaille, je pense, au quotidien. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et donc le manager, pour ça, et les managers doivent s'impliquer. Ils n'ont pas souvent le temps de le faire parce que pénurie, donc beaucoup de charges de travail, et donc c'est quelque chose qui est peut-être un peu trop souvent négligé. Cécile Dexon, vous qui êtes Madame DRH, qui venez, en plus d'arriver, vous avez pris une prise de poste, vous faites comment quand on vous a donné le cahier des charges de votre boutique? Alors je pense qu'il y a une situation qui est très contrastée par rapport à certains métiers. Pour des ingénieurs et des cadres, je fais exactement ce qui est préconisé dans cette étude-là. On chouchoute nos candidats, on va vite. En général, quand on a un recrutement qui fait l'unanimité, on le reçoit à plusieurs, on le courtise. On est très bon sur les salaires. On a vraiment réactivé notre classification des métiers, notre classification interne de salaire, pour être très vite réactif et être au bon niveau. Et en général, quand on travaille ensemble, je fais des offres en 24 heures. Parce qu'il faut aller vite, il faut être séduisant et il faut capitaliser sur notre attractivité très vite. Là où c'est plus compliqué, c'est dans la fonderie, parce que c'est bruyant, c'est chaud, il y a de la poussière. Nos jeunes n'ont pas du tout envie de venir. Donc, on a trouvé d'autres moyens. On essaye d'être attractif en jouant sur la notoriété de l'endroit. L'histoire de l'entreprise. Bon, on n'a pas autant d'ancienneté que vous, on n'a que 60 ans, mais c'est vrai qu'on est connu dans la vallée. Là, par exemple, on fait une porte ouverte. On reçoit tous les enfants de nos salariés. On essaye d'être présent, d'être actif sur le terrain, d'être visible auprès de la communauté locale. On capitalise beaucoup sur la ville de Grenoble. Il fait bon, venez faire du ski avec nous. Voilà. On essaye de recruter des montagnards. On essaye d'être un petit peu innovant là-dessus. Et puis, on entoure énormément. Les jeunes qui rentrent chez nous sont formés pendant 6 à 12 mois. On fait beaucoup d'apprentissage, on fait beaucoup de stages. On essaye de donner envie. C'est ça, l'idée, c'est ça. C'est d'être sexy et de donner envie. Je peux pas vous dire mieux. Mais merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, quand on a plus de 400 ans, on fait comment aussi? Alors, effectivement, je fais partie de cette industrie dite sale. Je pense que la marque employeur est fondamentale. Alors, quand vous reprenez une fonderie, vous dites déjà, bon, l'industrie pas cool, mais alors fonderie, où la première sortie d'autoroute est à 45 minutes, où le taux de chômage dépasse les 20%, vous partez tellement loin que vous avez toutes les chances de réussir. Alors pourquoi, comment? Je le dis en toute humilité. Eh bien, je pense déjà qu'il faut non pas chercher à être différent, il faut chercher à être unique. Je pense qu'être unique, c'est ça qui attire. Le fait aussi de défendre le fabriquer en France, aujourd'hui est fondamental et le sera de plus en plus. Le fait de protéger la planète, il n'est plus question de dire attention à la planète, il faut protéger la planète. Donc, eh bien, dans une fonderie, c'est tout à fait possible, comme dans n'importe quelle industrie. Donc, à mon sens, attirer les talents, c'est justement parce que l'on fait, parce que l'on renvoie, parce que l'on témoigne autour de l'innovation, ce que j'appelle moi l'innovation verte. L'industrie de demain, et déjà depuis un moment, elle va trouver sa renaissance dans l'innovation. La digitalisation, la numérisation, là, tout le monde est capable de le faire et peut-être même bien mieux que nous. Par contre, faire quelque chose de différent, faire quelque chose d'unique, eh bien ça, c'est quelque chose qui va faire qu'on va assurer sa pérennité. Une fois de plus, je vais le dire avec le plus d'humilité qu'il faut avoir, malgré tous nos handicaps,
je n'ai pas à faire la cour aux talents et aux ouvriers qui viennent nous voir. Je n'ai pas à leur faire la cour, puisqu'ils envoient des candidatures spontanées. Bon. Moi, ma stratégie, c'est d'attirer à la fois des clients et des talents. Et je pensais que les clients, ce serait plus facile que les talents. En fait, les deux viennent. Alors, comme ça marche, et en plus dans une période pas simple, c'est vrai que dans la question, derrière la question comment recruter efficacement, c'est quoi? Fidéliser, garder les 1 tiers et puis aller taper dans les 2 tiers qui vont bouger. J'ai bien entendu qu'il y avait 1 tiers qui resterait et 2 tiers qui vont bouger dans les 2 années qui viennent. Il est certain que si on avait le développement suffisant, pour l'instant, avec une année 2020, une année 2021 quand même pas simple, mais on va avancer, il n'y a pas de raison. Donc je pense qu'il est tout à fait possible dans l'industrie aujourd'hui, même dans l'industrie lourde, l'industrie où il faut effectivement revoir son image. Je terminerai sur un point. Pourquoi les vitrines? On a été la 37e vitrine de France, aux côtés de petites start-up comme Airbus, Safran, la TECOR, la SNCF et Bouygues. Parce qu'on fait de la R&D en interne. On a une chercheuse en interne. Et cette chercheuse, comment on a pu la faire venir aux fonderies de Souglan? Parce qu'elle habite Reims, c'est la ville la plus importante et proche. Et ben, elle est en télétravail 3 jours. Donc le télétravail, on n'a pas attendu le coronavirus pour le pratiquer. Donc c'est vrai qu'il faut mettre en œuvre un certain nombre de pratiques. Alors c'est pas on a perdu un certain nombre de nos talents, mais ils ne sont pas venus nous les débaucher par hasard. Donc je pense que c'est aussi, pour terminer, le travail, la tâche des chefs d'entreprise, de témoigner comme je le fais aujourd'hui, mais aussi comme je le fais dans les écoles, dans les lycées, dans les écoles d'ingé, dans les écoles de commerce. Donc il faut être très impliqué et puis je pense être quand même assez connu pour qu'on attire, pour qu'on ait cette forme d'attraction qui va faire que les jeunes et les clients, les jeunes nous rejoignent. Oui, je sens que Marc Rumeau a envie de prendre la parole. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame. Je suis 150% d'accord avec elle, puisque l'acte de recrutement, c'est un acte d'amour mutuel, bidirectionnel. C'est la première chose. La deuxième chose, je suis d'accord avec elle, c'est close the deal the fastest. Si vous laissez traîner les choses, ça ne se passe pas bien. Et ça veut dire aussi qu'en interne, ils n'ont pas pris l'importance du recrutement auquel ils sont attachés. Ça veut donc dire que vous allez louper l'intégration. C'est clair, net et précis. Donc moi, quand j'étais chef d'entreprise, c'était le timing, le tempo et l'intégration. Et donc la formation qui va avec. La deuxième chose, pour reprendre à ce que dit monsieur, soyons uniques, montrons-le, défendons-le. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mots, slogans, RSE et compagnie. Moi, je dis entreprise citoyenne. Voilà. Et quand vous êtes une entreprise citoyenne, ça veut dire que vous êtes impliqué dans le microcosme local, que vous êtes reconnu comme quelqu'un à valeur ajoutée dans le microcosme local. Et ça fait, comme l'a dit monsieur, que les gens viennent vers vous assez volontairement. Moi, je l'ai vécu dans des bassins d'emploi qui n'étaient pas simples, qui étaient en reconversion. Et pourtant, ça marchait. Et ça me paraît important. Et le dernier point, à nous, les industriels, puisqu'on va se qualifier comme sortant de la table, de sortir du discours « l'industrie, c'est pas beau, l'industrie, c'est pas beau, et l'industrie, c'est pas beau ». Donc, il va falloir trouver autre chose. C'est ce que nous essayons de faire, nous, à USF, lorsque nous faisons de la promotion des métiers d'ingénieur, /industrie. Le salon qui est ici, c'est une magnifique vitrine. Peut-être qu'il manque un vecteur jeune, école. Voilà. J'en veux pour preuve, il n'y a qu'une grande école qui est représentée, et j'en suis fier, mais il n'y en a qu'une. Voilà. Où sont les autres? Donc comptez sur moi pour leur rappeler quand je vais les voir au conseil d'administration, puisqu'ils sont tous représentés au conseil d'administration d'IUSF. Et on vous fait confiance. Tu peux me faire confiance. Mais surtout, c'est important, c'est que derrière, il faut faire bouger les lignes. Il faut arrêter. Donc, l'autre chose aussi, c'est que, qu'est-ce qu'on a dit avec les profs la semaine dernière? Pourquoi ils m'ont fait venir? Ils m'ont dit, monsieur, on aimerait enfin concrétiser
le rapprochement du monde de l'entreprise, du monde de l'enseignement. C'est les profs qui vous disent ça. Là, je vous dis, il y a bonne nouvelle. Il faut s'en saisir. C'est important. Et puis derrière, il y a les prescripteurs. Et qu'on le veuille ou non, même au XXIe siècle, en 2022, les parents restent des prescripteurs, sinon les prescripteurs. Et donc, il faut travailler cette contrainte. Alors, tu le sais, dans le livre blanc que nous avons publié l'année dernière, il y a un chapitre qui s'appelle « Formation tout au long de la vie », mais il y a aussi « Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le monde de l'éducation appréhende avec un autre vocabulaire le monde de l'industrie ». Moi, ce qui me frappe, et je l'ai été encore il n'y a pas très longtemps, vous allez en séance de présentation des métiers dans un lycée, c'était pour mon dernier fils, il n'y a pas un mot sur les ingénieurs en 1h30. Donc vous levez la main, vous dites est-ce qu'on peut parler un peu des ingénieurs? J'ai eu de la chance, la prof principale m'a dit écoutez, si vous êtes ingénieur, parlez-le, faites-le parce que moi je suis incompétente. Donc vous voyez le problème aussi qu'on a traité. Et tout ça, ça vient s'ajouter. Après, de temps en temps, les industries ne font pas ce qu'il faut non plus. Hein. On a quelques voyous, et je me bats d'ailleurs contre les voyous, hein, tu le sais, mais on a aussi à nettoyer devant notre porte. Mais autrement, il n'y a pas de problème si on met tout ça en musique. Hein. Et ça, ça me paraît important. Alors, je saisis de l'occasion, peut-être qu'on a une opportunité unique. Nous avons une première ministre, ce n'est pas tellement le premier qui m'intéresse, c'est qu'elle est ingénieure. Donc c'est le moment ou jamais de lui rappeler, c'est ce que j'ai fait dès hier en la félicitant, que ça serait bien qu'on voit un peu plus d'ingénieurs traîner dans les cabinets. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Loin s'en faut. Je me permets de vous rappeler pour l'audience, c'est que l'Assemblée nationale qui vient de sortir, sur 577 députés, j'en ai compté 14 qu'on peut labelliser scientifiques. 14, 577. Vous voyez tout de suite le problème. Voilà. Et c'est le problème de la France. Vous allez dans d'autres pays en périphérie, c'est totalement différent. Alors ça pose d'autres problèmes, le statut de l'élu. Pourquoi il n'y a pas plus d'ingénieurs qui peuvent être candidats pour être députés? Parce que quid du retour? Il faut le traiter, le problème. Tant qu'on n'aura pas traité ça, on se la raconte un peu. Voilà. Maxime, on continue votre étude un petit peu, on la dépile. Ouais. Oui, alors je serai un peu moins corporatiste, même si je suis ingénieur et je suis absolument déçu qu'il n'y ait pas l'INSA du coup au salon. Et vous pourrez, j'espère que vous les engueulerez. Bon, continuons. Et effectivement, alors, les chiffres qu'on a vus jusqu'à présent sont issus de nos études donc, sur la population qu'on adresse nous. Je pense que maintenant, il faut être réaliste. Ce qui va suivre s'applique au recrutement aussi des opérateurs, aussi des techniciens. Tous les clients qu'on va voir sont en détresse aussi pour recruter des techniciens experts, des opérateurs. Donc l'idée, c'est de prendre ça vraiment de façon large. Tout a été dit, mais je vais quand même le faire parce que je l'avais prévu. Donc je vais le redire, mais vous avez tout dit. Quelques pistes, quelques solutions pour répondre effectivement aux demandes actuelles. On parlait tout à l'heure de managers spécialisés qui étaient un peu pénuriques. Nous, on fait des recrutements où on promeut, et c'est notre rôle aussi de conseiller nos clients, mais des managers qui sont un peu plus généralistes, qui seront capables d'apporter une autre vision et qui ont prouvé malgré tout par le passé qu'ils étaient adaptables. C'est des gens qui seront peut-être un peu plus disponibles aujourd'hui, et que si on les accompagne, ils feront du très bon boulot. Les autres pistes, on en a parlé aussi, la formation des collaborateurs, l'apprentissage. Je ne suis pas issu de l'apprentissage. Je vois de plus en plus de candidats qui ont fait de l'apprentissage et qui sont des super candidats parce qu'en fait, ils ont 3 ans d'avance. À expérience égale, quelqu'un qui a fait l'apprentissage, il a une maturité, une vision globale, une expertise technique, ça dépend du secteur qu'il a choisi. Donc c'est absolument génial pour nous aussi. On a parlé de marque employeur, on a parlé de RSE, on a parlé de rémunération et des avantages qui vont avec, effectivement. On a beaucoup de candidats aujourd'hui qui nous parlent du poste et qui nous parlent du next step, de ce qu'il y aura après. Donc donner de la vision. Il faut effectivement donner de la vision aux gens. Et tout s'équilibre. Hein. C'est pas parce qu'on a une super rémunération, s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas de marque employeur ou pas de vision, ça passera pas quand même. Donc l'idée, c'est d'aller jouer un petit peu sur tous ces terrains. De façon très concrète, recruter efficacement dans l'industrie, on peut discuter longtemps de la définition du efficacement. En tout cas, là, ce que j'ai voulu faire, c'était de prendre quelques moments dans un process de recrutement pour essayer de donner des bonnes pratiques. Avant de recruter, il faut définir le besoin. Définir le besoin, c'est être sûr qu'on fait une recherche réaliste. On parlait tout à l'heure de tension du marché, et quand on perd quelqu'un, on veut quelqu'un qui fait exactement la même chose en mieux pour demain. Ça, c'est pas réaliste. Donc, c'est un travail, ça prend du temps. L'œil de la DRH nous le confirmera peut-être après. Mais ça prend du temps de définir son besoin et il faut le faire de façon réaliste. En lien
avec les managers opérationnels, puisque c'est eux qui, à la fin aussi, diront oui. L'équilibre soft skills, hard skills, on parle des compétences, des expertises techniques. Il faut aussi savoir quel type de personnalité marche chez nous, quel type de personnalité on veut ramener par rapport aux besoins, par rapport à un moment, par rapport aux perspectives. C'est ultra important. La rémunération adaptée au marché, effectivement, qui est un marché plutôt en croissance sur les aspects de rémunération. C'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi. Ça demande des équilibres aussi en interne, etc. Mais c'est un sujet. Et puis, c'est presque un peu ma préférée, mais c'est parce que c'est mon métier. Quels sont les critères qui restent ouverts? Voilà, on veut quelqu'un qui fait ça, 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 ça. Et dans les 4 critères, il y a peut-être celui-là où, si c'est pas exactement ça, on va y aller quand même parce que la personne, on saura l'intégrer, on saura l'accompagner, ou elle aura fait la différence sur d'autres aspects du recrutement. Donc ça, c'est en amont. Pendant le process, ou en tout cas pour donner de la visibilité aux candidats, combien il va y avoir d'étapes? Il faut le savoir en amont. Si on se lance avec un candidat qui fait un entretien, 2 entretiens, ça se passe bien, et puis qu'à la fin on lui dit non, mais vous allez aussi voir lui et lui, mauvais signal. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas convaincu, ça va être long, il faut que je vois plein de monde. Il faut le dire avant. Voilà, il faut le dire avant. De la même façon, s'il va y avoir des prises de référence, il faut que le candidat le sache avant. Si il va y avoir des tests de personnalité, il faut que le candidat le sache avant, parce que si on lui dit au dernier moment, pareil, mauvais signal, je pensais que ça se passait bien, et puis on me dit de passer un test de personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas confiance, il y a un doute. C'est des gens qui seront absolument sur plein de process en même temps, c'est une certitude. Donc ils vont abandonner ce process-là. Ils auront un doute et ils passeront à autre chose. Donc c'est important de le définir le plus tôt possible. Évidemment, c'est ce que disait Cécile, mais limiter la durée des processus, ça veut dire qu'en amont, il faut aller voir les managers, il faut aller voir toutes les personnes qui vont être partie prenante dans un recrutement, pour leur dire que là, on se lance pour recruter telle ou telle personne, tel profil en tout cas, et il faut être dispo. Il faut être dispo. On ne peut pas avoir quelqu'un, le faire attendre 3 semaines pour le faire venir sur l'usine, puis le faire attendre 3 semaines pour avoir un entretien final. C'est pas possible. Ça donne des mauvais signaux. Et de toute façon, sur le marché tendu qu'on a décrit tout à l'heure, la personne, elle va faire autre chose, elle va disparaître. Donc globalement, flexibilité, réactivité, vision moyen terme, parce que si la personne elle n'est pas exactement comme la personne qu'on avait avant, on va l'accompagner et elle nous a démontré en entretien par son ouverture, par sa personnalité qu'elle allait pouvoir monter en compétences. Et puis, je suis ravi que vous le disiez, Cécile, effectivement, aujourd'hui il faut être réaliste, il faut se vendre. Alors il ne faut pas inverser les rôles, mais on est sur un marché de candidats. Un candidat, moi je sais pas, il doit y avoir 9 process sur 10 où les candidats sont sur plusieurs process. Donc si on n'est pas capable, quand on les reçoit, aussi de vendre l'entreprise et aussi de vendre le poste, et la vision moyen terme qui va avec, l'évolution qui est possible, la personne, elle disparaît. Et puis la dernière slide, une fois qu'on a fait signer la personne sur la promesse d'embauche, sur le poste, son contrat, elle va arriver. 3 périodes, le pré-boarding, donc avant son arrivée. Moment très important, on parlait tout à l'heure des 3 mois de préavis en général, ou du préavis quand on est sur une population de toute façon opérateur ou technicien, peu importe. Cette période-là, les gens ont remis leur CV en ligne, ils sont encore joignables, ils sont encore dispo, ils vont se faire chasser, c'est sûr. Donc il faut absolument lui dire quand est-ce qu'on va revenir vers lui avec un contrat, après une promesse d'embauche, après une lettre d'embauche. Il faut absolument garder le contact. Nous, en tant qu'intermédiaire, c'est notre métier, donc on le fait. Et on essaye de garder le contact le plus possible avec nos candidats. Et si 2 semaines avant son arrivée, il n'a toujours pas allé visiter de maison alors qu'il doit déménager de 800 km, signal faible, il faut s'inquiéter un petit peu. Mais en tout cas, il faut garder ce signal-là de façon informelle, un café, un texto, peu importe. Mais voilà, on garde la confiance, on garde la projection de la personne. Et quand bien même, si la personne finalement veut se désengager, au moins on le sait et puis on peut rebondir rapidement. L'onboarding, donc l'arrivée de la personne, très très grosse difficulté sur quelqu'un qui arrive et qui n'a pas de téléphone ou qui n'a pas d'ordi ou qui n'a pas d'EPI, signal difficile aussi. Voilà, donc elle va rentrer chez elle, elle va prendre son téléphone perso pour travailler le lendemain, puis son ordi perso pour travailler le lendemain, et puis elle va recevoir un coup de fil parce que le marché est tendu, parce que ses compétences sont rares, et au bout de 15 jours elle se dit bon, j'ai toujours pas d'ordinateur, je vais en entretien puis je verrai bien ce qui se passe. Donc c'est vraiment, il faut absolument fiabiliser ça, avoir un programme d'intégration. Merci Cécile aussi. Mais effectivement, il faut que la personne, elle sache, quand tu vas arriver, on va faire, 2 jours ensemble dans les bureaux pour faire et puis après tu vas en usine, après tu vas découvrir les métiers, après tu pars à l'étranger pour aller voir une filiale, j'en sais rien. Et pour un opérateur, tu seras accompagné par lui qui est notre expert ou qui est notre ancien, qui détient le savoir. Et ça va se faire sur des équipes de nuit. Bref, en tout cas, donner de la visibilité, faire exister un programme d'intégration.
et d'accompagnement. C'était un chiffre de l'étude. S'il n'y a pas d'échange avec le manager sur cette période-là, mauvais signal aussi. Et le manager, il faut qu'il adhère à la période. Si le manager il nous dit qu'il est à un salon, qu'il est au Global Industries pendant une semaine, eh ben non, il faut que le nouveau collaborateur il voit son manager. Il faut qu'il y ait le lien, il faut qu'il y ait de l'échange. Et puis, et ça on en parle très peu, trop peu, l'offboarding, en tout cas le moment où la personne quitte la société, parce qu'il faut être réaliste, même si on aimerait garder des gens plus longtemps, parfois ils s'en vont. Réussir un recrutement, et du coup surtout les suivants, c'est réussir la sortie d'un collaborateur. Alors, il y a des sorties qui sont plus complexes que d'autres, mais une personne, surtout quand on parle de l'industrie et quand on est dans les forges, le monde est petit. Quand on fait de la chimie, le monde est petit. Quand on fait de l'agro, le monde est petit. Si quelqu'un part fâché, si on lui a savonné la planche, ça va mal se passer. On parlait de marque employeur. Il faut que les collaborateurs ils sortent la tête haute. Il faut qu'on leur permette de sortir la tête haute. Et puis c'est une aventure qui démarre pour lui, c'est une autre aventure qui démarre pour l'entreprise. On se projette sur autre chose, mais ça devient un ambassadeur. Donc il faut absolument soigner ça. Voilà, donc en conclusion, en tout cas pour summarize, j'ai que le mot anglais, je suis désolé. Le suivi, la proximité avant l'arrivée, de l'anticipation et la robustesse des pratiques, parce que c'est comme ça qu'on fluidifie les process et qu'on est sûr de bien faire. Cécile, une réflexion quand vous voyez cette checklist là déployée par Maxime. C'est ce que vous faites au quotidien ? On n'a pas le choix. On a une crise qui est là, on a une pénurie qui est avérée sur plusieurs compétences. Donc il faut être bon. Il faut être bon partout. Il faut être bon sur les rémunérations, sur le onboarding, sur le offboarding, surtout sur notre marque employeur, sur notre qualité d'entreprise citoyenne. Tous ces champs-là, il faut effectivement qu'on soit exemplaire partout. Et je dirais autre chose pour conclure. N'ayons pas peur d'innover, de faire différemment. Pour attirer, par exemple, dans nos usines, on n'hésite pas à inventer des nouvelles organisations de travail, nouveaux codes horaires. Le 2-8, ça ne marche plus. Nos ouvriers, ils ont besoin aussi d'être à la maison de temps en temps. Donc, travaillons un petit peu avec eux sur les conditions de travail et sur des cycles horaires qui leur permettent de dégager plus de jours de repos, par exemple. Sortons aussi de l'entretien d'évaluation classique. On peut faire des entretiens de développement, de motivation, pour sortir effectivement des modes de management traditionnels et là encore pousser l'envie. Sur le offboarding, moi j'ai pris le parti que nos jeunes, que l'on rentre, que l'on forme, finalement, ils font un cycle de 3-5 ans avec nous. Et il faut les laisser partir, il faut les laisser grandir ailleurs, parce qu'il y en a qui reviennent. Et ça, c'est un vrai atout pour le futur. Et ce sont nos meilleurs porte-drapeaux, d'ailleurs. Voilà, donc, en plus d'être exemplaires, innovons sur tous les domaines du management. Petite réflexion à complément. Alors, on va passer... Oui ? Moi, je veux bien... les process, il n'y a rien de nouveau, tout ce qu'on vient d'entendre. Je pense que l'innovation, c'est-à-dire dans la façon de faire, elle est grand angle. Elle est aussi bien dans nos process de fabrication, dans l'approche des clients, mais de la même façon, lorsque l'on recrute, on doit effectivement le faire de façon innovante. C'est vrai que donc il faut avoir une ouverture d'esprit particulièrement large. Il faut savoir s'adapter, peut-être. Si on veut un talent, peut-être qu'à un moment, c'est lui qui aura les clés. C'est lui qui aura la main. Donc là, c'est à vous de choisir. C'est un choix qu'il faut faire. Peut-être partira-t-il, peut-être ne viendra-t-il pas. Mais ce qui est certain, c'est que s'il vous voit comme les autres, si vous faites partie des 9, c'est quoi qui va le décider? La rémunération, le télétravail, il faut trouver ce plus. Il y a le côté citoyen, j'en suis convaincu, mais il faut trouver un plus. Il faut être unique. Je pense que ce côté unique est, à mon sens, prépondérant. Alors, on arrive dans la dernière partie de cette table ronde et merci au public d'être nombreux parce que depuis ce matin, les sujets formation visiblement attirent cette année.
C'est toujours compliqué de poser la première question, mais qui a envie justement de partager un petit peu avec nos intervenants? Bonjour, je suis Barbara Vlaminck. Je gère 2 sociétés, dont une de chaudronnerie en Nouvelle-Calédonie, donc loin. On souffre également de manque de ressources qualifiées. Je suis dans un process actuellement de recrutement d'un directeur d'exploitation. Moi, je voulais partager mon expérience et essayer de partager avec Madame. Vous avez mentionné qu'un des moyens d'attirer les jeunes, c'était aussi de leur présenter d'autres modes de management. Donc moi, j'essaie d'être participative, etc. C'est dans ma nature. J'ai essayé de mettre en œuvre l'entreprise libérée. Et je dois vous avouer que j'en suis un peu revenue parce qu'au niveau de l'industrie, j'ai pas réussi, ou j'ai peut-être pas bien mis en œuvre, mais je trouve que dans l'industrie, on est quand même obligé d'être assez structuré avec des hiérarchies et on a quand même du mal à être complètement dans le mode libéré, comme dans le digital, comme voilà. J'aimerais avoir votre retour d'expérience là-dessus, si vous pouvez me dire si ça peut en fait se mettre en œuvre dans l'industrie et si c'est un plus pour les jeunes dans l'approche. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un mode d'emploi unique. Chaque entreprise est un peu différente, à ses codes, à sa culture. C'est vrai, vous avez raison, dans l'industrie, on a un besoin de structuration forte. Depuis le bon de commande jusqu'à la livraison, il faut que toute la supply soit alignée et fonctionne de manière coordonnée. Sinon, on n'arrive pas à produire et à sortir le produit. Maintenant, je pense que là, j'ai quelques exemples qui me viennent en tête. Consulter les jeunes qui sont dans l'entreprise, leur donner la parole, leur demander quels sont leurs besoins, leurs envies, s'adapter à ce qu'ils souhaitent à un moment T, ça peut nous permettre effectivement d'innover différemment. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est que j'étais sur un petit site américain où je n'arrivais pas à recruter. Et je me suis rendu compte que nous, petits groupes français, on n'avait aucune chance d'attirer des locaux si on faisait comme les autres. Et donc, on leur a proposé, par exemple, de travailler sur 3 jours, 3 journées de 12 heures dans les ateliers. Ça nous a permis de mettre 3 équipes en continu et d'avoir un rythme qui couvrait tous nos besoins. Et de leur côté, ils avaient 4 jours à la maison. Donc, ils pouvaient soit rester avec leur famille, soit prendre un deuxième boulot. Et ça, c'est en discutant avec eux sur le terrain que je me suis rendu compte de ces besoins-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à être sur le terrain, à comprendre les enjeux du business, comprendre les besoins des collaborateurs pour essayer de trouver avec eux ce que l'on disait tout à l'heure, le petit plus. Qu'est-ce qui fait que nous sommes uniques sur ce site-là et que l'on donne envie aux collaborateurs de rester en expérimentant des fois des choses nouvelles. Alors, l'entreprise libérée, ça ne marche pas partout. Donc, testons. N'hésitons pas à favoriser le droit à l'erreur. On essaye des choses. On est un petit peu en mode laboratoire avec nos jeunes. Et puis, on regarde ce qui marche et on oublie ce qui ne marche pas. Merci. Une autre question? On peut encore 2 questions. Plus personne? Ah. Du coup, j'ai un petit peu envie de poser une question parce que vous parlez beaucoup de jeunes, de problèmes à recruter des jeunes. Alors, quand on a, comme moi, plutôt entre la cinquantaine, est-ce que vous recrutez aussi et voilà, quels sont un peu votre avis sur cette problématique aussi, peut-être des seniors, jeunes seniors, mais... Ouais. Oui, la réponse est oui. La réponse est oui, peut-être plus. Alors, moi, ça fait 4 ans que je fais du recrutement, presque. Je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. J'ai eu plus de process avec des candidats seniors, c'est comme ça qu'on les appelle parfois, en tout cas avec beaucoup d'expérience, que ce que je le faisais au début. Pas nécessairement parce que le niveau de poste était forcément plus élevé, mais parce que dans le marché qu'on décrivait tout à l'heure, où il faut des compétences, des expertises, des savoirs, ou quelqu'un qui, avec son expérience, est capable de s'adapter à la situation dans laquelle on est,
ces candidats-là ont tout leur intérêt aujourd'hui dans les organisations pour lesquelles on recrute. Donc oui, il y a un virage qui est parfois un peu difficile à un moment donné. Je pense que le marché d'aujourd'hui, où globalement il y a une pénurie de talents, je pense que dans ce marché-là, les gens qui ont une grande expérience à faire valoir et qui seront capables de s'adapter auront de quoi trouver une place. Ouais. Alors, moi, j'avais une dernière question, si personne... Est-ce que la génération Covid qui a été formée et qui est en train d'être diplômée, est-ce que cette génération-là, vous prenez des gens en compte, peut-être les manquements et les souffrances de... Vous m'avez pas entendu ? Est-ce que la génération Covid, qui vient juste d'être fraîchement diplômée, comment vous allez l'intégrer ? Puisque parfois, elle a suivi des cours plus en distanciel qu'en présentiel, et que ça peut être un peu compliqué. On devra s'adapter plus à leurs demandes qu'avant. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que l'innovation dans le recrutement, c'est ça en premier. C'est-à-dire que faire ce qu'ils ont envie, alors on ne va pas leur signer un chèque en blanc, mais en attendant, si on veut être meilleur que les 5 ou 9 autres sociétés qui cherchent à les recruter, et si on veut les garder, il faut d'entrée de jeu être beaucoup plus à l'écoute de ce qu'ils veulent, et non pas essayer de leur dire, dans notre entreprise, la règle c'est ça. Alors, il y aura des choses après à traiter en interne, mais toujours est-il que si on ne les écoute pas, si on essaie de faire ça dans un process standard, à mon avis, il y a de grandes chances qu'on ait beaucoup de mal à recruter. Moi, j'ajouterais, je reprendrai ce qu'a dit madame, soyons sexy déjà. Je vais dire une autre chose. Attention au jeunisme ambiant. J'adore les jeunes et j'en ai recruté et j'en ai fait monter. Et troisième chose, ne surjouons pas la génération Covid. Parce qu'on a tous été touchés. Moi, je suis un rescapé en plus. Donc voilà, on nous a fait le coup de la génération X, puis la génération Z. On va nous faire le coup de la Covid. Au bout du bout, l'employeur, il cherche les meilleurs talents. Il veut les recruter, il veut les garder, il veut les motiver, il veut les faire monter et il va les perdre. Moi, je suis comme madame, il faut savoir perdre. Moi, j'étais dans des boîtes où on était même programmé, on vous posait la question, tu veux être où dans 5 ans ? Ah merde, le gars il est en train de me recruter, il me demande déjà où c'est que je veux être. Alors évidemment, c'est un peu déstabilisant, mais ça vous oblige à vous poser la question. C'est le coup d'après. Et dans le coup d'après, et là je reviens un peu à USF, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour que dans 5 ans, tu sois toujours aussi employable ? Et non pas business as usual. Et c'est le problème de la France, très souvent, et des entreprises qui ne motivent pas suffisamment ou qui ne donnent pas les outils. Moi, j'ai eu la chance d'être dans des boîtes qui identifiaient les talents et qui les portaient, et qui leur donnaient des outils de formation, et qui les incitaient à aller se former, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et comme l'a dit madame, parfois on sortait des boîtes, on était de très bons ambassadeurs du secteur et de la boîte, et dans certains cas, on y revenait par une porte à l'étage supérieur. Et ça, quand les entrepreneurs français, ils auront compris ça, eh bien, l'industrie française, elle sera beaucoup plus sexy, croyez-moi. Autrement, c'est la galère qu'on connaît trop souvent. Et j'ai managé des PME et des TPE dans des domaines de mécanique, dans des domaines d'électronique. Vous voyez, j'ai fait tout le champ. Et j'avais tout le champ en même temps et j'appliquais le même protocole. C'est-à-dire, soyons uniques, sexy, engageants, et on demandait de l'engagement en retour. Voilà. Et vous verrez, ça va tout de suite mieux. Je voulais rebondir sur 2-3 éléments qui ont été partagés là, mais je pense qu'il y a des entreprises françaises effectivement qui sont capables d'avoir cette démarche de reprendre des gens qui ont travaillé chez eux. Moi, j'en suis un exemple. J'ai fait 15 ans d'Alstom, je suis parti dans une petite entreprise. Et puis finalement, cette expérience de la grande entreprise et de la plus petite est super enrichissant, que ça soit d'un côté comme de l'autre. Et j'ai pu revenir facilement dans un grand groupe sans trop de difficultés. Donc je pense que c'est aussi la période qui dit ça. Alors génération Covid, non, peut-être pas, parce qu'on a tous été concernés, effectivement. Par contre, ça a changé beaucoup de choses. Ça a remis en cause beaucoup de choses dans le milieu du travail. J'ai l'exemple d'une compagnie canadienne qui a voulu se montrer peut-être un petit peu trop
innovantes sur la façon de travailler, puisque au Canada, il y a eu des règles assez strictes et ils ont mis tout le monde en télétravail à 100%. Et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire revenir les gens. Donc ils ont mis en place une prime, $50 pour les gens qui viennent au bureau. C'est devenu alors quelque chose qui était intéressant au départ et qui pouvait se montrer sexy pour la rétention de leurs employés, devient aujourd'hui quelque chose de très compliqué à gérer. Parce qu'aujourd'hui, ils ont du mal, ils ont besoin de faire revenir les gens, ils ont du mal à les faire revenir. Alors ça va se faire progressivement, parce que les gens sont installés dans peut-être un quotidien. Ils vont progressivement peut-être perdre en employabilité, parce que s'ils restent chez eux, il y a un moment, ils vont avoir du mal à trouver les mêmes conditions ailleurs, puisque c'est, je pense, un cas isolé. Mais voilà, il faut aussi faire attention lorsqu'on met en place des choses. Il faut le faire en concertation, il faut le faire dans le dialogue et en communiquant avec les gens. Tout à fait. Faut qu'il y ait aussi un retour de la part des employés. C'est pour ça que j'insiste, il faut faire attention aux excès. Ce qu'a fait le Canada, c'est ce que j'appellerais un excès. Ils n'ont pas mesuré ce qu'ils faisaient. Je vais vous donner un autre chiffre qui est sorti récemment en France. Sur un secteur qui est, on va dire, le digital au sens large. 25 à 30% des gens qui, pendant la période Covid, ont démissionné pour aller ailleurs, et en particulier se délocaliser, 25 à 30% de ceux qui ont fait ça le regrettent. Le regrettent. Donc ça montre aussi qu'à un moment ou à un autre, il faut poser les choses, et se poser les bonnes questions. Et il faut faire attention au mirage. Moi, j'ai pratiqué le télétravail il y a 25 ans. Ouais, et la DSL n'était pas ce qu'est la fibre aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Ceci étant, c'est comme tout, à user avec modération et pas abuser. Dès qu'on franchit certaines barrières, les retours sont difficiles. Ça, c'est important. Et je rappellerai aussi qu'en France, des freins à la mobilité, ça s'appelle le logement. C'était le mot de la fin, en vous remerciant, Madame, Messieurs, pour votre participation et ainsi qu'au public. Merci beaucoup.